Madame la fondatrice de la Fondation Auschwitz, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Madame la Secrétaire d'État, Monsieur le Conseiller du Ministre, Excellences, Mesdames, Messieurs, Dames et Heren. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir à l'occasion de la séance académique de remise des prix de la Fondation Auschwitz. Je remercie les membres du jury de ce prix d'avoir récompensé mon travail doctoral consacré à la pensée juridique de Hannah Arendt. C'est là un immense honneur qui m'est fait, auquel je ne pouvais même espérer en entamant cette exigeante, mais aussi passionnante, recherche doctorale. Le temps me manque aujourd'hui pour saluer les personnes qui m'ont accompagné dans cette aventure. Je souhaiterais témoigner ma profonde reconnaissance à ma promotrice, Julie Allard, qui est ce soir parmi nous, pour son soutien de tous les jours durant mes années de thèse. J'adresse également mes remerciements les plus appuyés à mon promoteur Luc Vingens. Je remercie Thomas Berns et Benoît Friedman, qui étaient membres de mon comité d'accompagnement et de mon jury de thèse, ainsi que les autres membres de ce jury, Antoine Garapon, Anne-Marie Roviello et François Host. Je salue l'ensemble des membres et des autorités de la faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles, dans laquelle j'ai défendu ma thèse de doctorat et où j'enseigne actuellement. Ma thèse a été rendue possible grâce à l'obtention, en 2009, d'un financement mini-ARC de cette même université. J'ai ce soir une pensée toute particulière pour les membres du Centre de droit public et du Centre de droit international de l'ULB, ainsi que pour ma famille ici présente ou n'ayant pu faire le déplacement. Ma mère est dans la salle, ainsi que Cécile et Paul. Merci à eux. Merci aussi à mes amis et amis pour leur soutien indéfectible et leur présence ce soir. Je dédie ce prix à mon autre famille, à ma compagne Wendy et à mon fils Gilles, à Félicien et à Marius, ainsi qu'au petit dernier que nous attendrons tous avec impatience. Je souhaiterais d'emblée reconnaître publiquement qu'au-delà de ma personne, c'est bien l'œuvre d'une géante de la pensée qui est mise à l'honneur aujourd'hui. Je ne pourrais rappeler les différentes étapes du parcours existentiel et intellectuel remarquable qui a été celui de Hannah Arendt, depuis les années de formation en Allemagne, auprès des plus grands philosophes de son temps, jusqu'aux années américaines, en passant par les années les plus sombres. Je voudrais simplement rappeler qu'Arendt, après avoir fui le régime nazi, a suivi le destin qui fut celui de nombreux réfugiés dans les années 30. En 1933, elle quitte l'Allemagne pour la France, où elle vit plusieurs années. Après le déclenchement de la guerre, elle est brièvement placée dans un camp d'internement dont elle parvient à s'échapper pour rejoindre finalement les États-Unis en 1941, pays dont elle obtient la nationalité quelques années plus tard. C'est pour répondre aux événements de l'histoire qu'Arendt entreprend alors la rédaction des origines du totalitarisme, ouvrage dans lequel elle tente de reconstruire patiemment la généalogie des régimes totalitaires. Après une série de livres lui ayant permis de jeter les bases de l'une des pensées politiques les plus stimulantes du XXe siècle, c'est encore le totalitarisme qui est au centre de son attention lorsqu'Arendt propose en 1963 un compte-rendu du procès d'Adolf Eichmann, l'un des principaux artisans de la Shoah, livre qu'a rappelé tout à l'heure Monsieur l'ambassadeur. Au-delà de l'œuvre d'Arendt, le prix Fondation Auschwitz qui m'est attribué permet de mettre à l'avant-plan une discipline peu connue, en tout cas du grand public, la philosophie du droit, à laquelle je consacre mon activité de chercheur. J'espère avoir pu contribuer, avec ma thèse de doctorat, au dynamisme de cette discipline, en reconstruisant la philosophie du droit implicite dans l'œuvre d'Arendt, une philosophie du droit profondément originale, à partir de laquelle il est possible d'approcher de façon extrêmement féconde les grands problèmes qui animent ce champ. En particulier, cette pensée inédite permet d'aborder la question toujours cruciale sur le plan politique, non seulement de la nature du régime national-socialiste, mais aussi de la nature des crimes commis en son sein. À cet égard, la description par Arendt de ce qu'elle appelle les 3 étapes du meurtre de la personne humaine devrait encore aujourd'hui nous interpeller. La philosophe tente en effet de reconstituer le chemin ayant conduit à l'horreur absolue que constituent les camps de concentration et d'extermination. Ce chemin pouvant, selon elle, être décomposé en 3 étapes distinctes.
3 meurtres de ce qui est humain en l'homme. Le premier meurtre renvoie à la destruction de la personnalité juridique de l'être humain. Le second équivaut à la destruction de sa personnalité morale. L'individu est alors placé en face d'alternatives impossibles à résoudre. Choisit-il de faire tuer ses amis ou d'envoyer sa famille à la mort? La troisième et ultime étape, celle de la destruction de la personnalité psychique qui se réalise dans les camps de concentration et d'extermination, implique quant à elle que soit annihilée en l'homme toute trace de spontanéité. Les individus, soumis à des conditions de vie inhumaines, sont alors transformés en des spécimens de l'espèce humaine, ou en des cadavres vivants, pour reprendre les terribles formules employées par Arendt. Permettez-moi d'insister aujourd'hui sur la première étape que je viens de rappeler, celle du meurtre en l'homme de la personnalité juridique. Arendt estime en effet que parmi les éléments sur lesquels le totalitarisme nazi a pu se construire, il convient de considérer la situation des réfugiés et apatrides de l'entre-deux-guerres. Il convient d'inclure les effets politiques et moraux qui ont suivi l'apparition, au cœur de l'Europe dite civilisée, de minorités sans feu ni lieu, engendrées tant par la dislocation des grands empires multinationaux d'Europe centrale que par les politiques massives de dénationalisation menées par de nombreux États après le premier conflit mondial. Pour le dire au moyen d'une formule que j'emploie dans mon étude, les crimes de masse totalitaires ont été précédés par l'expulsion en masse d'individus, expulsion qui n'était d'ailleurs pas exclusivement le fait de régimes totalitaires. Si les crimes contre l'humanité commis durant la Seconde Guerre mondiale, en particulier contre les Juifs, ont bénéficié d'un large consentement tacite, comme nous le savons, c'est aussi parce que les peuples européens, avant la guerre, avaient pu assister au spectacle de centaines de milliers d'êtres humains privés de domicile et de patrie, devenus des hors-la-loi sans avoir commis aucun délit, indésirables par le seul fait d'appartenir à telle ou telle catégorie. C'est à partir d'un tel constat qu'Arendt nous invite à remettre en cause de façon radicale notre conception moderne des droits de l'homme. La situation des sans-droits d'hier et d'aujourd'hui met tragiquement en lumière le caractère mythique de droits naturels, innés et imprescriptibles dont seraient titulaires les êtres humains. Les droits ne sont pas naturels, mais artificiels. Ils sont le fruit d'une reconnaissance mutuelle entre les hommes. Et il n'existe, au sens strict de l'appellation, qu'un seul droit de l'homme, qu'un seul droit indissociable de l'appartenance au genre humain. Arendt le désigne au moyen de la célèbre formule du droit d'avoir des droits, c'est-à-dire ce droit d'être inclus dans une collectivité politique déterminée, ce droit de ne jamais dépendre de l'abstraite nudité d'un être humain et rien qu'humain. Être privé du droit d'avoir des droits, voir la dimension juridique de sa personnalité humaine purement et simplement détruite, constitue, comme nous le savons, une condition à laquelle de nombreux individus sont aujourd'hui condamnés. Il s'agit là d'une situation existentielle radicale qui s'apparente à une sortie d'humanité. Le défi politique que représente l'arrivée massive de réfugiés en Europe peut donc être replacé et évalué dans le cadre de la pensée d'Arendt. Il ne s'agit pas d'un simple débat entre opinions politiques divergentes. Est en jeu la structure même de notre rapport au monde et à autrui. Est impliquée une définition de l'humanité comme accès effectif à une communauté politique dans laquelle des droits et des devoirs sont reconnus. Pour répondre à ce défi, il n'est pas besoin de sombrer dans l'un des deux écueils opposés que sont le repli sur soi ou une attitude strictement compassionnelle. Une voie médiane est envisageable, celle de la solidarité. Selon Arendt, si la solidarité est suscitée par la souffrance d'autrui, elle n'est toutefois pas guidée par elle et ne se fera jamais l'esclave des passions humaines. La solidarité est au contraire un principe susceptible d'orienter, plutôt que gouverner, l'action entreprise de façon collective. Principe qui repose sur une certaine conception que nous nous faisons de la dignité de l'homme, une certaine conscience qui est la nôtre du destin commun qui est celui des peuples de la Terre.
Ce principe de solidarité pourrait nous guider en ces sombres temps qui sont les nôtres, nous encourager à former une communauté d'intérêt et de destin avec ces populations chassées de leur foyer, de leur patrie, par la violence qui se déchaîne sous nos yeux suite à l'avènement, en Irak et en Syrie, d'une nouvelle forme de tyrannie, voire de totalitarisme. Il s'agit de la seule voie pour que le droit d'avoir des droits, dont j'ai parlé tout à l'heure, ne reste pas une abstraction vide de sens, mais un bien juridique effectivement protégé par la communauté des nations. Nous pourrions de cette façon démontrer que bien que nous ne puissions pas vivre en paix, avec les leçons les plus amères qui peuvent et doivent être tirées des événements du XXe siècle, nous ne les avons cependant pas oubliés. Je vous remercie pour votre attention et je remercie encore la Fondation Auschwitz, son président, son directeur, sa fondatrice, les membres de son jury, pour ce prix qui m'est aujourd'hui attribué, qui constitue pour le chercheur que je suis une récompense tout à fait inestimable.